La soirée se termine dans une cacophonie de conseils non sollicités et de rires gras. Germaine se sent investie d'une nouvelle mission, devenir la protectrice des femmes du quartier. Elle se voit déjà comme une sorte de super-héroïne domestique, armée d'un plumeau dans une main et d'un taser dans l'autre. Bruno, qui mange son pot au feu en silence, regarde sa mère avec un mélange d'effroi et de tendresse. Il se dit que malgré tout son caractère envahissant, Germaine Lebrun est le seul pilier solide dans leur monde de fous. De son côté, Grandpapa a fini par s'endormir dans son fauteuil des places, une trace de bouillon sur le menton, bercé par les éclats de voix de celle qui, décidément, elle n'aura jamais le dernier mot. Chapitre 4. La chasse aux trésors médicaux. Le docteur Lépine, après avoir bu son café corsé dans la cuisine des Lebrun, semblait avoir retrouvé un semblant de courage pour affronter la suite de sa journée. Cependant, chez Germaine, le calme n'est jamais qu'une illusion passagère, une courte pause entre deux éclats de rire ou deux catastrophes domestiques. Germaine retourna dans la chambre de Grandpapa, suivie de près par Carole qui ne quittait pas des yeux le vieil homme, craignant qu'il ne s'évapore avant vendredi. « Oh, mon Dieu !» s'exclama Germaine en entrant, son rire tonitruant résonnant contre les murs. « Tu devrais voir ça dès ici, Grandpapa. T'es à l'air d'une grosse pomme caramel avec tous ses draps entortillés autour de toi. » Grandpapa grogna, essayant de se redresser. Germaine s'approcha pour l'aider, mais d'une manière qui tenait plus de la lutte gréco-romaine que du soin infirmier. « Qu'est-ce que tu fais à ma chaîne, voyons donc ?» lança-t-elle en manipulant les couvertures avec vigueur. « Arrange-toi un peu, là. Assis-toi, là. Non, 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 non. » Elle le poussa sur le côté pour ajuster l'oreiller, mais dans le mouvement, un petit objet brillant glissa sur le drap avant de disparaître. « C'est bien mieux comme ça, hein » dit-elle en se redressant, satisfaite de son travail de décoration humaine. À ce moment-là, le docteur Lépine, qui venait de terminer son café, repassa la tête par la porte. « Monsieur Lebrun, j'y ai oublié de récupérer le thermomètre. »« Où est-il » demanda-t-il en regardant autour de lui. Germaine baissa les yeux sur le lit. Elle chercha du regard le petit instrument médical, mais il était invisible. Un silence étrange s'installa dans la pièce, seulement troublé par le regard soupçonneux du docteur. « Ah, ben là, Grandpapa, on va jouer à la chasse au trésor » s'exclama Germaine en commençant à fouiller fébrilement les draps. « Ben là, mon ami Lebrun, oubliez ça, là. Je pense qu'il a disparu. » Disparu, s'étouffa le docteur Lépine. « C'est un instrument de précision, Madame Lebrun. »« J'y en achèterai pas un autre » prévint immédiatement Germaine, son instinct de survie financière reprenant le dessus. « Attendez donc, maintenant, vous avez disparu vous-même. »« Non, non, non » protesta le médecin. « Il était là il y a 1 minute. »« Assieds-toi, là, monsieur Lebrun. » Le docteur commença à soulever les couvertures, mais Grandpapa, loin d'être inquiet, affichait un petit sourire étrange, presque béat. « Je pense qu'il commence à aimer ça » murmura Germaine à l'oreille de Carole qui était devenue livide. « Disparu, même, c'est-tu dangereux, ça » s'inquiéta soudain Germaine, réalisant que l'instrument n'était peut-être pas simplement tombé par terre. « Ben là, il faut l'amener en urgence, aujourd'hui même » décréta le docteur Lépine, la panique commençant à poindre dans sa voix. Germaine croisa les bras, peu impressionnée par le ton alarmiste du médecin. « Non, mais on explorera la cavité à ce moment-là » proposa-t-elle avec un détachement héroïque. « Explorer la cavité » répéta le docteur, incrédule. « Oui » ajouta Germaine avec un clin d'œil malicieux à Carole. « Il faut dire qu'il va foirer pour trouver des gaz de schiste là-dedans et s'il cherche bien. On va rentabiliser le voyage à l'hôpital. » Le docteur Lépine, ne sachant plus s'il devait rire ou pleurer, rangea précipitamment le reste de ses affaires. « Au revoir, Madame Lebrun » lança-t-il en se dirigeant vers la sortie. « On se revoit à l'hôpital pour l'extraction. »« Oui, oui, oui » répondit Germaine en le raccompagnant. « Merci, là. À bientôt, docteur. »« À très bientôt, j'y espère. » Vous connaissez le docteur Duntule.
Ben lui, c'est le docteur Doufocal. Une fois la porte refermée, Germaine se tourna vers la chambre de Grandpapa avec un air de reproche affectueux. Grandpapa, tu t'en vas à l'hôpital, tu t'en vas à l'hôpital, puis tu reviens pas sans mon thermomètre, tu es mentant. On n'est pas riche, nous autres. Carole soupira, et s'appuyant contre le cadre de la porte. Maman, tu es impossible. Et, Thomas, cria Germaine sans lui répondre. As-tu vu mes livres de psychologie? Je les avais laissés ici hier soir. Non, non, répondit Carole. Mais si tu les as laissés traîner sur le fauteuil de Grandpapa, ils n'entendent plus rien de toute façon, ils sont enterrés sous la poussière. Méchant aspirateur, hein? Marmonna Germaine en jetant un regard vers l'engin qui traînait dans le coin. Carole, Carole, Carole. Je veux faire quelque chose pour Bruno puis Geneviève, là. Leur situation me pèse sur le cœur. Oh non, maman, je te l'ai déjà dit, là, intervint Carole, sentant une nouvelle catastrophe arriver. Mêle-toi pas de ça. Laisse-les régler leurs problèmes de couple tout seuls. Non, regarde, Carole, je veux m'impliquer, insista Germaine en gonflant le torse. Je veux être une leader, là. Comme le gars en Syrie, là. Boubedali Bedagbad, là. Je veux ramener la paix dans la famille. Mêle-toi pas, là, maman, et je ne niaise pas, prévint Carole d'un ton sérieux. Promets-moi de ne pas intervenir. Ok, ok, répondit Germaine d'un ton trop innocent pour être honnête. Moi? Moi intervenir. Je ne niaise pas non plus. Mais un petit biscuit, ça n'a jamais tué personne, non. Elle se dirigea vers la cuisine, une idée déjà bien arrêtée derrière la tête. Car si Germaine Lebrun savait une chose, c'est qu'une petite intervention discrète, déguisée en goûter, valait mieux que tous les discours de psychologie du monde. Et tant pis si cela finissait en une autre chasse au trésor familial. Chapitre 20. Le samedi matin commença dans une ambiance de lendemain de veille, sans la boisson mais avec beaucoup de rancœur. Germaine s'attaquait à son linoléum avec une fureur renouvelée. 92 ans et il nous fait des faux bons. Maugréait-elle en direction de la chambre d'Adlar. Le patriarche, lui, se portait comme un charme et réclamait des crêpes comme si de rien n'était. Carole entra dans la cuisine, les yeux cernés. « Maman, arrête de crier après grand-papa, il n'y peut rien si la faucheuse a manqué son autobus. » Germaine s'arrêta net, son plumeau pointé vers le plafond. « Ah non? C'est lui qui a annoncé son vol avec la précision d'un contrôleur aérien à Mirabel. Moi, j'avais déjà commencé à trier ses bobettes pour l'armée du salut. » Bruno arriva à son tour, l'air mystérieux. « J'ai réfléchi, maman. Si Geneviève m'a laissé, c'est parce que je manque de panache. » Germaine laissa échapper un rire qui ressemblait à un étouffement. « De panache? Bruno, tu as autant de panache qu'une tranche de pain blanc oubliée sur le comptoir. Ce qu'il te faut, c'est de la colonne, pas des plumes dans le derrière. » Chapitre 21. Le calme précaire fut rompu par un coup de sonnette strident. Avant même que Germaine ne puisse atteindre la porte, Madame Paquette, la voisine du dessus, fit irruption. C'était une femme dont le volume sonore n'avait d'égal que l'absurdité de ses chapeaux. « Germaine! Avez-vous entendu? Le prix du beurre a encore monté. C'est une conspiration des vaches, je vous le dis. » Germaine soupira si fort que Madame Paquette faillit perdre son bibi. « Entrez donc, Paquette. On n'était pas assez de fous ici, il fallait que le cirque arrive en ville. » La voisine s'installa à table et commença à inspecter les biscuits de Germaine avec la minutie d'un inspecteur de l'hygiène. « Ils sont un peu secs vos biscuits cette semaine, non? » « C'est pour correspondre à votre conversation, Paquette, répliqua Germaine sans ciller. Bruno, voyant une occasion de tester son panache, s'approcha de la voisine. « Madame Paquette, seriez-vous prête à m'aider pour une mise en scène romantique? » Germaine leva les yeux au ciel. « Oh non, bonne mère, le drame national commence. » Chapitre 22. Le plan de Bruno était simple et donc, pour Germaine, voué à un échec cuisant.
Il voulait louer un costume de chevalier et aller chanter une sérénade sous la fenêtre de Geneviève. Un chevalier? S'exclama Germaine. Avec ton dos, tu vas rester coincé dans l'armure et il va falloir t'ouvrir avec un ouvre-boîte géant chez le garagiste. Malgré les avertissements de sa mère, Bruno partit vers le magasin de costumes. Pendant ce temps, Carole essayait de joindre Maître Leblanc, qui ne répondait plus à ses messages depuis la soirée du gingembre. « Laisse faire, Carole, dit Germaine en rangeant la vaisselle. Un homme qui a peur d'un grand-père volant ne mérite pas une femme qui étudie la psychologie. Il lui aurait fallu un diplôme en exorcisme pour survivre ici. » Adlar sortit alors de sa chambre, vêtu de son plus beau pyjama à carreaux. « Est-ce que le chevalier a apporté ma perruche ?» demanda-t-il, confus. « Non, grand-papa, le chevalier est allé chercher son cerveau, mais il risque de revenir les mains vides, répondit Germaine en lui tendant un verre de lait. Chapitre 23. Le soir même, le quartier fut témoin d'une scène historique. Bruno, vêtu d'une cotte de maille en plastique argenté qui faisait « flic-floc » à chaque pas, se tenait devant la maison de Geneviève. Germaine et Carole regardaient la scène, cachées derrière une haie, accompagnée de Madame Paquette qui avait apporté des jumelles. « Il a l'air d'un vieil-pop géant » murmura Germaine. Bruno commença à chanter, mais sa voix muait sous le coup de l'émotion. Geneviève ouvrit sa fenêtre, non pas avec des fleurs, mais avec un seau d'eau savonneuse. Bruno. Va-t'en. Tu fais peur aux chats du voisinage. Crie-t-elle avant de refermer violemment. Bruno revint vers la haie, dégoulinant et piteux. La cotte de maille collait à sa peau. Alors, le panache? Demanda Germaine en lui tendant un vieux torchon. Je pense que la cotte de maille a rétréci, balbutia Bruno. Germaine le prit par le bras, allez, rentre à la maison. On va te faire sécher et je te donnerai un biscuit. Au moins, les biscuits ne font pas de sérénade. Chapitre 24. De retour dans la cuisine des Lebrun, l'heure était au bilan. Bruno, emmitouflé dans une couverture, sirotait un bouillon de poulet. Madame Paquette, elle, ne voulait plus partir. C'était tellement romantique, soupirait-elle. On aurait dit un film de série B avec un budget de 3 piastres. Germaine se tourna vers sa voisine. « Paquette, si vous trouvez ça romantique, c'est que vous avez besoin de lunettes ou d'un nouveau mari. » Maintenant, oust! Le spectacle est fini. Une fois la voisine partie, Germaine regarda sa petite famille. Adlar s'était rendormi sur le canapé, Carole lisait un livre sur les traumatismes infantiles, sans doute pour comprendre sa propre vie, et Bruno commençait à sourire malgré sa défaite. Germaine s'approcha de l'évier. Elle regarda son reflet dans la fenêtre. Elle avait quelques rides de plus, mais son regard restait pétillant de malice. « Bon, se dit-elle, on a survécu au vol manqué de vendredi et au chevalier de samedi. Demain, c'est dimanche. Avec un peu de chance, le bon Dieu prendra son congé et nous laissera tranquilles. » Mais au fond d'elle, elle savait que chez les Lebrun, le repos était une légende urbaine. Chapitre 1. Bienvenue dans l'univers de Madame Germaine Lebrun. Dans cette demeure située au cœur d'un quartier populaire, la poussière ne fait que passer, car Germaine veille au grain avec un plumeau qui ressemble à une extension de son propre bras. La journée commence comme tant des autres, dans un fracas de vaisselle et de commentaires lents à la cantonade. Germaine est une femme d'un certain âge, possédant une énergie qui ferait rougir de honte une pile électrique neuve. Elle est active dans sa cuisine, frottant une tache invisible sur le comptoir tout en jetant un œil distrait vers le salon où repose son beau-père. Grandpapa, comme tout le monde l'appelle ici, est une figure immobile dans le paysage domestique. Il a 82